Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Blaise Compaoré n'est officiellement plus le président du Burkina Faso depuis ce vendredi 31 octobre, contraint de quitter le pouvoir au terme de violentes manifestations. C'est aujourd'hui une période de transition qui s'amorce dans le pays avec à sa tête, et c'est officiel depuis quelques heures, le lieutenant-colonel Issaq Yacouba Zida. Politique de prévention en Mauritanie, le pays se prépare activement en cas de propagation de l'épidémie d'Ebola. Et le Congo récompensé pour sa politique d'urbanisation. Le développement des infrastructures, hôpitaux, routes, écoles a en effet permis de réduire le taux de chômage de façon considérable. C'est officiel depuis ce samedi 1er novembre. Le lieutenant-colonel Issaq Yacouba Zida prend la tête de la transition Burkina Faso. Il a fait une déclaration en ce sens sur une chaîne de télévision burkinabé privée et il s'est exprimé en ces termes en attendant de définir de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques et les organisations de la société civile le contour et le contenu de cette transition démocratique apaisée. J'assume désormais à partir d'aujourd'hui les responsabilités du chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. J'appelle la communauté internationale, en particulier les pays frères et amis du Burkina Faso, notamment ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, à faire preuve de compréhension et à soutenir notre peuple dans cette dure épreuve. Les engagements internationaux du Burkina Faso seront tenus. Voici un extrait des propos précis tenus par le lieutenant-colonel Zida Yacouba Issaq, qui est désormais chef de la transition au Burkina Faso. Et le président burkinabé Blaise Compaoré a annoncé sa démission ce vendredi, nous vous le rappelons, au terme de 2 jours de protestation. Les burkinabés manifestaient en effet contre la révision constitutionnelle qu'il avait initiée, une révision qui devait lui permettre de briguer un nouveau mandat après 27 ans de règne. Un cas loin d'être isolé puisque ces révisions ont déjà été effectuées en Algérie, au Cameroun par exemple, et sont en discussion actuellement au Burundi ou encore au Bénin. Tiaran Ndiaye. Ce vendredi 31 octobre 2014 restera une journée historique au Burkina Faso après la chute du président Blaise Compaoré. Depuis, les tractations politiques sont d'ores et déjà à l'ordre du jour. Dans cet entretien exclusif accordé à Africa 24, l'ancien président burkinabé nous y décrit l'idée qu'il se fait de son successeur. On se dit que le monde va vite, que ça change. On est là avec, bien sûr, les soucis du moment, mais on imagine que les soucis de demain pour ce pays peuvent être autres. Donc, en fonction de cela, je crois que nous avons certainement des vues qui défilent dans nos esprits, mais je pense qu'on ne peut pas se fixer assez facilement sur une question comme ça. Le cas burkinabé n'est pas isolé et soulève la question de la limite des mandats présidentiels en Afrique. Les présidents algériens, tchadiens, ougandais ou camerounais sont, eux, parvenus à modifier leur constitution. Or, d'autres pourraient être tentés de les limiter dans un proche avenir, comme en République démocratique du Congo. Le Congo, le Burundi et le Bénin envisagent de faire de même. Dans ce contexte, le signal envoyé par les manifestants burkinabés pourrait en inspirer d'autres. Les événements au Burkina Faso sonneront-ils pour eux comme un avertissement? Élément de réponse avec Guy Hervé Cam, membre de la société civile burkinabé. Les événements du Burkina Faso, je pense que c'est un signal fort pour l'Afrique. Bien sûr pour le Burkina d'abord, mais pour tous les tripatouilleurs de constitution en Afrique, que désormais les choses ne peuvent plus être comme avant parce que les peuples décident d'exercer tout pleinement leur souveraineté et que désormais ni les armes, ni l'argent, ni rien ne peut changer la détermination des peuples à conquérir et à exercer pleinement leur souveraineté. La constitution burkinabé du 2 juin 1991 a été suspendue. La transition jusqu'aux prochaines élections anticipées est quant à elle amorcée. Le général Honoré Traoré a été chargé de diriger l'État au cours du processus de transition. Il a annoncé son intention de lancer des consultations sans délai avec toutes les forces vives et les composantes de la nation. Dans le reste de l'actualité, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est actuellement tourné dans les pays voisins du Mali touchés par l'épidémie Ebola. Une visite de solidarité donc, mais aussi de travail puisqu'il s'agit également de parler coopération bilatérale qu'il a déjà conduit en Guinée. Ce samedi, il est arrivé en Sierra Leone et conclura sa tournée par le Libéria.
Et pour prévenir justement toute apparition du virus Ebola sur son territoire, la Mauritanie prend des précautions après la découverte d'un cas au Mali voisin. C'est la grande vigilance aux postes frontières et dans les différentes localités du pays. À l'heure où aucun vaccin n'a été mis sur le marché, la prévention est l'un des meilleurs remparts à l'épidémie d'Ebola. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Nougofina. Après l'apparition du premier cas d'Ebola au Mali, la Mauritanie prend ses précautions. Le dispositif de sécurité au niveau des frontières entre les deux pays a été renforcé. C'est ce qu'a annoncé mardi le gouvernement mauritanien. Pour le moment, aucun cas de la fièvre hémorragique n'est à signaler dans le pays, mais les autorités prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de contagion. Des équipes médicales et administratives ont été dépêchées sur les frontières sud avec le Mali. Une forte campagne de sensibilisation des populations est en cours et rien ne sera laissé au hasard. Tout le monde doit s'armer de vigilance extrême face au danger. La Mauritanie et le Mali partagent 2200 km de frontières. La vigilance est donc de mise chez les autorités sanitaires du pays. Mais la lutte contre le virus Ebola ne s'arrête pas au niveau des autorités. Une campagne de sensibilisation a été lancée à l'adresse de la population sur les mesures d'hygiène à observer afin d'éviter toute contagion par le virus. La société civile s'active également sur le terrain. C'est le cas ici à Riyad, un quartier en périphérie de Nouakchott, où l'organisation non gouvernementale Rachad est impliquée dans la lutte contre la maladie. Au départ, les populations, surtout celles des milieux ruraux, étaient réticentes à notre message. Beaucoup confondent la fièvre hémorragique au virus du sida. Mais avec les séances de sensibilisation, les gens prennent conscience du risque que représente Ebola et des mesures à prendre afin de l'éviter. C'est en s'informant sur les symptômes et les mesures préventives de la maladie que les populations pourront aider les autorités sanitaires à combattre le fléau. Après le Libéria, la Guinée, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, le Mali est le 6e pays d'Afrique de l'Ouest touché par l'épidémie de la fièvre hémorragique. En Mauritanie, un large dispositif de sécurité est mis en place de façon progressive pour éviter tout risque de contagion par le virus Ebola. Le Congo a reçu ce mardi 28 octobre le prix Club PPP Média Afrique Édifice Capital, une récompense qui vient saluer les efforts du pays dans le développement des travaux publics. La politique d'urbanisation des autorités a en effet permis au Congo de se doter d'infrastructures innovantes, véritable facteur de développement économique. Marina Vanier. Le Congo récompensé pour ses efforts dans le développement des infrastructures. Ce jeudi, le pays a reçu le prix Club PPP Média Afrique Édifice Capital qui consacre le pays pour sa politique d'urbanisation. Le Congo a mis sur pied depuis quelques années le concept de la municipalisation accélérée, un procédé qui a permis de doter le pays de plusieurs infrastructures. Écoles, routes, hôpitaux, toute l'infrastructure urbaine est concernée. Il a été mis en place une force de mobilisation des ressources pour aller vers l'investissement, donc à la construction des infrastructures. Et nous nous rendons compte que les infrastructures sont réalisées évidemment à une dimension considérable et que le plus important n'est pas seulement la réalisation de ces infrastructures, mais surtout la pérennisation de ces infrastructures. De 34,2% en 2011, la part des personnes sans emploi est passée à 6,9% en 2013. Une baisse spectaculaire qui s'explique en partie par l'explosion de l'offre dans le domaine des grands travaux publics et de nombreux projets structurants. Si je veux parler des aéroports du Congo, par exemple, au moment de la concession, nous étions pour... par exemple, l'aéroport de Brazzaville, nous étions à 700 000 passagers par année. Boosté par la concession, boosté par les concepts de hub, avec la mise en place d'une entité nationale pour desservir l'ensemble et la sous-région et l'international, nous avons ramené aujourd'hui l'aéroport de Brazzaville à 1 126 000 passagers par année, vous voyez, en moins de 4 ans. La République du Congo se structure aujourd'hui autour d'audacieux projets. Débutée en 2004, la municipalisation accélérée est l'opération la plus coûteuse jamais entreprise dans le pays. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.